Bienvenue du 21e siècle. Au Népal, il reste beaucoup à faire après le séisme de 2015. Quand maman était là, la vie était facile. Mais ma vie a changé. Reconstruire la vie et les écoles. La révolution ukrainienne sera télévisée. Notre approche veut que les gens assument la responsabilité de leurs actes, les personnes qu'ils élisent, pour qu'ils ne soient pas indifférents aux actes des élus. Lutter pour la réforme démocratique en plein conflit. Que deviennent les vieux téléphones portables? Parfois, ils finissent dans une ville sur la côte chinoise et sont démontés dans des conditions très dangereuses et nocives. La Chine cherche des solutions au problème des déchets électroniques. Bonjour et bienvenue dans le 21e siècle. Je suis Angélique Kidjo et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Il reste beaucoup à faire au Népal suite au séisme de 2015. Beaucoup d'enfants ont perdu leurs parents et leurs écoles. Aujourd'hui, nous verrons comment un village et une famille se reconstruisent. Je m'appelle Bhushan Dahal et je suis directeur de projet pour Kids of Kathmandu. Et actuellement, je mène un projet pour la reconstruction de 50 écoles détruites par le séisme. J'étais sidéré de voir le nombre d'écoles détruites par le séisme. Le seul point positif, c'est que ça s'est produit le week-end, par la grâce de Dieu. Nous allons à Kunchok, juste là, très durement touché par le séisme. 125 personnes sont décédées dans ce VDC, communauté de développement du village. Et 13 enfants sur les 125 allaient à la même école. Quand maman était là, la vie était facile. Mais ma vie a changé. Maintenant, je dois faire tout le travail et porter ce fardeau tout seul. Bonjour, je m'appelle Sushil Giri et voici mon grand-père. Voilà où nous vivons. Mon père travaille en Arabie Saoudite et ma mère a été tuée par le séisme. Parfois, je me sens très mal. Qui a fait ça? Et pourquoi ça m'arrive? Et parfois, quand je suis seule, j'ai envie de pleurer. Nous sommes maintenant à Chotara, très durement touché par le séisme. Voyez la destruction, les gravats, où les maisons se sont effondrées. Et c'est comme ça jusqu'à l'école. Voilà notre situation.
J'ai visité beaucoup d'endroits comme celui-ci, très affectés par le séisme. Vous voyez, dans cette communauté, les gens se sont mis dans des tentes. Les gens vivent leur vie dans des tentes et c'est très dur pour eux. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il y a beaucoup d'endroits comme ça dans le pays. Avant le séisme, Kids of Kathmandu se concentrait sur les orphelins et les enfants avec des besoins particuliers. Mais maintenant, nous nous concentrons sur la reconstruction des écoles. Mais ces enfants sont toujours notre priorité. Je suis venu ici le mois dernier et le directeur de l'école m'a parlé d'un enfant appelé Sushil, qui l'inquiète un peu. Je vais visiter l'école et surveiller le projet, mais je veux aussi connaître sa situation. Avant que maman ne meure, je ne cuisinais pas. Mais maintenant, oui, le ménage aussi. Avant, j'avais du temps libre, mais plus maintenant. Je fais tout. Tout seul. Pourquoi tu as eu peur à l'instant? J'ai cru entendre un séisme. Tu étais où quand le séisme a commencé? J'étais là-bas, j'ai senti un vent étrange et la poussière s'est mise à tourbillonner. J'ai demandé à un voisin ce qui se passait et il m'a dit que c'était un séisme. Alors je suis rentrée en courant et mon grand-père et d'autres fouillaient dans les décombres pour trouver ma mère. Il y avait une porte là et une salle de bain. Et là, il y avait des chèvres. La cuisine était là. Ma mère y travaillait. Elle a attrapé mon cousin, un bébé. Mais en essayant de sortir, la porte leur est tombée dessus. Mon cousin était en vie et hurlait. Mais le temps qu'il le sorte, il était mort. Parfois, maman disait « Quand je mourrai, tu devras cuisiner ». Quand j'y repense, je dois me calmer. Maman vient me voir dans mes rêves, mais quand j'essaye de la toucher, elle dit « Ne me touche pas » et elle s'en va. Et qu'est-ce que tu ressens? Je me demande pourquoi elle s'enfuit. Pourquoi je ne peux pas la toucher? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? La première fois que je suis venu ici, c'était 15 jours après le premier séisme. Quand je suis arrivé, ce côté où vous voyez les 3 enfants, c'était une grande école qui est complètement détruite, totalement effondrée. Notre objectif en reconstruisant une école, c'est de la protéger des séismes. Et nous vérifions que chaque élément est résistant au séisme. Dans une zone très exposée, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir des bâtiments et des écoles sécurisées. Dans un grand séisme, si l'école n'est pas protégée, il y aura des victimes. Il faut des murs de soutènement pour renforcer les murs, mais aussi des fixations pour que le plafond ne s'effondre pas trop vite pour permettre l'évacuation. Il faut beaucoup de flexibilité dans la conception pour que le bâtiment puisse bouger au moment du tremblement de terre. Et le Népal n'a malheureusement pas ce genre de technologie, mais on peut aider au niveau local.
C'est ce qu'on a fait dans cette école, car il y avait eu 125 morts, dont 13 enfants dans la même école. Si vous regardez les zones urbaines et rurales, les écoles, les bâtiments publics et privés, ils sont en très mauvais état. Ils n'étaient pas démolis, alors on a commencé par les démolir. Après ça, on a commencé la reconstruction. Un programme initié par l'OIM dans le cadre du programme de reconstruction Plus Sûr, qui est une collaboration avec le gouvernement pour transmettre les connaissances et renforcer les compétences pour des maisons plus sûres. Il existe des moyens modernes pour prédire les séismes et donner plus de temps pour l'évacuation des enfants. Et c'est un élément essentiel du message de prévention. On peut sauver des vies avec les bonnes mesures de prévention. Avant le séisme, il était premier de la classe. Il était toujours premier. Mais depuis, quelque chose a changé. Quand la nouvelle école sera finie, avec les nouveautés comme les ordinateurs, j'espère que son avenir sera radieux et que tout ira bien. Je me sens différent à l'école parce que je suis occupée. Ça m'aide à oublier mes souvenirs et ma douleur. En 2014, le gouvernement ukrainien a été chassé par des manifestants qui demandaient plus de transparence et moins de corruption. Depuis, le conflit armé a fait 10 000 morts et des millions de déplacés. Mais l'espoir d'une société plus ouverte persiste. Le matin, c'était le bruit d'un avion de chasse, de tir, qui nous avait réveillés. Après, c'était l'assaut d'une unité militaire, pas loin de notre maison. En 2014, Tania a fui sa maison à Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, quand le pays s'est retrouvé aux prises d'un conflit grandissant. Il y avait des gens en uniforme dans le jardin. Bien sûr, j'ai commencé à paniquer, mais j'essayais de le cacher aux enfants. Nous avons décidé d'évacuer nos enfants vers un lieu sûr. Nous avons pris l'essentiel, les papiers, et nous sommes partis. Sa famille a trouvé la sécurité à 300 km de là, à Chouïv, également dans l'est de l'Ukraine. La violence a éclaté peu après la révolution qui a évincé un président perçu comme un symbole de la corruption persistante, qui avait freiné le développement du pays. Certains espéraient une nouvelle aube démocratique. D'autres craignaient que le pays ne sombre dans le désordre et le chaos. Et la révolution avait moins de soutien dans l'est de l'Ukraine, là où vivait Tania. Même si la plupart des habitants de l'Est étaient mécontents de la corruption, beaucoup, comme Tania, étaient partagés sur les répercussions de la révolution, appelée révolution Maïdan, du nom de la place à Kiev où les manifestations ont eu lieu. Moi, je crois que si Maïdan n'avait pas eu lieu, je vivrais encore chez moi, dans ma petite ville, tranquille. Ma famille ne serait pas éclatée. Malgré la situation difficile dans laquelle Tania se trouve, elle garde espoir. Elle a suivi une formation basée sur un projet de démocratie des Nations Unies et travaille maintenant pour le conseil municipal de la ville où elle s'est installée. Son conseil municipal, comme d'autres en Ukraine, a reçu de l'aide du Fonds des Nations Unies pour la démocratie pour contribuer à la réforme du pays et faire entendre les citoyens. Beaucoup de ces conseils, comme celui de Rivne en Ukraine occidentale, sont de fervents défenseurs de la réforme.
Oksana Furmanets, fonctionnaire du conseil de Rivne, soutient pleinement la révolution de Maïdan. Maïdan 2013-2014 a marqué la formation de l'Ukraine. Pour moi, il n'y avait pas d'Ukraine indépendante avant 2014. Ce n'était pas seulement un changement de structure politique, c'était un changement de mentalité en Ukraine. Il est 10h un jeudi matin et Oksana Furmanets supervise une séance du conseil régional à Rivne. Les élus de la région sont venus en masse aujourd'hui pour voter une série de nouvelles mesures dont les effets seront considérables. Elle dit que le soutien qu'ils ont reçu du Fonds des Nations Unies pour la démocratie a transformé le Conseil. Jusqu'à récemment, nous n'avions pas beaucoup de débats au gouvernement local. En fait, ce projet nous a permis de voir que c'est un processus normal que d'autres conseils utilisent pour gérer leurs affaires. Nous mettons en place une stratégie où chaque participant peut exprimer son opinion et l'argumenter. Le projet est l'invention du Centre de ressources d'Ukraine occidentale, une organisation dirigée par Petro Lazarchuk et dont le siège se trouve à Lviv. Notre projet vise à améliorer la transparence des conseils municipaux en Ukraine. On veut également une plus grande participation des citoyens à la prise de décision au niveau local. Notre approche veut que les gens assument la responsabilité de leurs actes, les personnes qu'ils élisent, pour qu'ils ne soient pas indifférents aux actes des élus. Je pense qu'une partie de la population ukrainienne ne voit pas ce qui se passe à huis clos et au gouvernement comme un processus transparent. Et c'est un grand problème. Ce sentiment de manque de transparence a alimenté la colère qui a fait chavirer le régime du président Yanukovych quand il a annulé un accord de collaboration très attendu avec l'Union européenne. Depuis longtemps, les Ukrainiens ont le sentiment de ne plus contrôler leurs dirigeants, mais le projet de démocratie fait évoluer les mentalités. Beaucoup de personnes dans les autorités locales ont grandi et entamé leur carrière professionnelle et politique à l'époque de l'Union soviétique. Les élus n'ont pas l'habitude de mener leurs activités en public, sous surveillance, en étant contrôlés. Le programme de démocratie a présenté au Conseil de tout le pays un nouvel outil pour permettre aux électeurs de surveiller toutes les procédures politiques. L'innovation, c'est le streaming de toutes les réunions du Conseil, une pratique répandue dans les démocraties occidentales, mais inexistante en Ukraine. Oksana dit que ça a encouragé la transparence et la participation des citoyens. Serhiy Delidon, un jeune militant du village voisin de Zoria, s'est inspiré du projet démocratie des Nations Unies et a commencé à filmer les séances du Conseil lui-même. Les vidéos qu'il poste sur YouTube sont appréciées par un grand nombre de personnes. Les premières séances, le 12 décembre par exemple, ont été très regardées. En une journée, jusqu'à 2000 personnes voyaient cette vidéo. Pour un village avec une population de 11 000, ça fait 20-25%. Les pics tournant autour de 1500-1800 personnes par jour. Ce sont des chiffres importants. Et le plus important, c'est que ce ne sont pas que des locaux. Ils regardent dans d'autres régions, voire dans d'autres pays. Généralement, l'enregistrement commence comme ça. J'arrive tôt, avant la séance, j'installe le trépied et je sors ma caméra. Je filme dans différentes directions. Ça, c'est l'angle principal, face au président, au comité exécutif. Le deuxième angle, un organe parlementaire qui occupe le centre de la salle. Et troisièmement, un podium pour la présentation des rapports. Mais si un jour Serhiy ne peut plus filmer, son travail s'arrêtera.
Voilà pourquoi il est venu voir Oksana, pour lui demander comment faire officiellement adopter le streaming en ligne par le conseil de son village. En fait, la légalisation de la diffusion en ligne prend 2 séances. Pendant la première, on prépare un statut pour le streaming, puis il faut un débat le plus complet possible. Aujourd'hui, Seri est encouragé d'apprendre qu'un membre du conseil du village soutient pleinement son projet. Ok. Je sais que les membres du conseil vont l'appuyer. Je suis sûr que nous continuerons à diffuser en ligne, car c'est ce que les gens veulent. Ils veulent s'unir. Grâce aux efforts de Seri pour une plus grande transparence, 2 mois après notre tournage, le chef du conseil de Zoria a été arrêté pour corruption. Pendant que les militants comme Seri essayent de construire un nouveau système politique, Tania, elle, reconstruit sa vie. Avec l'aide de ses nouveaux collègues et grâce à sa formation en démocratie, elle voit de meilleures perspectives pour elle et sa famille. Mes collègues m'ont soutenue dans tous les domaines. C'est la communication qui compte dans un environnement différent. Avec son nouvel emploi, Tania espère que ces nouveaux acquis lui permettront de contribuer à une Ukraine plus paisible, plus ouverte et plus démocratique. La révolution numérique, smartphones, iPad et ordinateurs produit une montagne de déchets électroniques. La Chine est l'un des plus grands producteurs d'appareils électroniques, mais en jette aussi énormément. Elle cherche maintenant des solutions. Dans un monde d'ordinateurs, de tablettes et de smartphones, les déchets électroniques ou e-waste deviennent un problème mondial. Et la Chine est en première ligne. Elle est l'un des grands producteurs d'équipements électriques et électroniques. La province de Guangdong a vu de grands changements. Longtemps plongée dans la pauvreté, elle vit maintenant un essor économique en tant que centre de recyclage de e-waste. Et ses entreprises pèsent plusieurs millions de dollars. La ville de Guiyou est décrite comme la poubelle électronique du monde. Désormais, 80% de la population gagne leur vie en démontant de vieux appareils, surtout des téléphones portables et des ordinateurs. Il faut se rappeler que maintenant les gens se débarrassent constamment de leur téléphone. Kaiser Kuo est directeur chez Baidu, le plus grand moteur de recherche de la Chine. Parfois, ils finissent dans une ville sur la côte chinoise et sont démontés dans des conditions très dangereuses et nocives, qui exposent les ouvriers aux toxines. Il y a des produits chimiques dangereux et polluent l'air et les nappes phréatiques. Baidu a un vaste marché, 60 millions d'utilisateurs par mois, et a travaillé avec le Programme des Nations Unies pour le développement pour trouver une innovation qui pourrait réduire la mauvaise élimination des déchets électroniques. On entre le symbole. Ça me donne le choix entre plusieurs produits électroniques à recycler. Si je décide de recycler ce vieux réfrigérateur, il suffit de sélectionner la taille, la date de ramassage et le prendre en photo. Ensuite, je sélectionne mon adresse et l'une des entreprises viendra le chercher. Avec les États-Unis, la Chine produit un tiers du e-waste mondial. Le ministère chinois de l'Environnement encourage tous les fabricants à respecter les procédures de recyclage. Mais la Chine deviendra le plus grand producteur de déchets électroniques en 2017. Alors il est encore plus urgent de trouver des solutions. C'est tout pour cette édition de 21e siècle. Partagez les histoires du monde. C'est sur TV5 Monde. Je suis Angélique Kidjo et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour notre prochain épisode. Au revoir!